Du coup, moi, c'est Salomé, enchantée. Donc, je m'occupe de la création de contenu chez Adatech School. Donc, je suis là dans la partie communication. Et du coup, il y a Frédéric Arnoux, que vous pouvez voir aussi, qui du coup est encadrant chez Adatech School et va présenter l'atelier de code. Bonjour. 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 Du coup, il se présentera tout à l'heure. En attendant que tout le monde se connecte, moi, je vais faire une petite présentation d'Adatech School. Alors, Adatech School, c'est la première école d'informatique inclusive et ouverte à toutes et à tous. Donc, notre formation, elle s'appuie sur une pédagogie alternative inspirée de la méthode Montessori et approche le code comme une langue vivante. Donc, bonjour à tous. Tout le monde dit bonjour en même temps. C'est une formation qui est basée sur la pratique. Donc, la formation, elle dure 2 ans, 9 mois en présentiel à l'école où tu apprends les bases de la programmation. Tu apprends à programmer en plusieurs langages informatiques. Et ensuite, 12 mois en alternance dans une entreprise. Ce que je vous propose, c'est qu'on a un live de présentation ce soir à 18h30 où Morgane, la directrice de campus, du coup, vous donne toutes les infos sur la formation. Donc, je peux vous mettre un lien si vous êtes intéressé, si vous recherchez une information en informatique dans le chat. Et je pourrais vous envoyer aussi une brochure de présentation si vous avez besoin de plus d'infos. Donc, je vous mets tout ça dans le chat. Du coup, l'atelier de code, le but, c'est que ce soit qu'il soit interactif. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat du coup pour poser les questions et pour répondre aussi aux questions que Fred va vous poser pendant l'atelier de code pour vous faire participer. Et aussi, vous pouvez aussi enlever votre micro et parler tout simplement à l'oral pour poser vos questions au moment où vous en aurez envie. Voilà pour moi. Dis-moi, Fred, si tu es OK de ton côté. Sinon, on peut attendre 2-3 minutes encore. Ça va être bon. Désolé, on fait face à un petit problème Ouais, on a eu technique de un dernière minute. Donc, clairement. je suis en train de résoudre ça. C'est pour ça que j'ai l'air peut-être très concentré. Mais normalement, ça devrait être OK. Ouais, normalement, ça sera OK. Je viens On de a eu faire un un test, c'est petit... bon. Ouais. Tu me dis, hein, sinon... Juste attends. Non, non, c'est bon. On a été hyper synchro, quoi. Ouais. Bon, du coup, je te laisse, Fred, peut-être te présenter et commencer l'atelier. Dans tous les cas, moi, je vous mets les liens Ouais. dans le chat. Et tu me dis si tu as besoin, je reste connectée. Je peux envoyer des liens si besoin Yes. et t'aider, du coup, si besoin, pendant l'atelier. OK. Voilà. Super. Merci, Salomé. Eh bien, bonjour à toutes. Enchanté. N'hésitez pas à interagir avec moi sur le chat en direct ou même enfin, voilà, avec votre voix indirectement. On n'est pas non plus 50, donc je pense qu'il y a moyen que ce soit interactif comme ça. Moi, l'idée là, c'est de vous faire découvrir vraiment les bases du code. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière des choses qui s'animent quand vous allez sur le web, par exemple, ou dans une appli. Et peut-être pour un petit... Donc moi, je suis une petite présentation. Je suis encadrant chez Adatech School depuis presque 1 an maintenant. Euh, ça fait un peu plus d'une bonne dizaine d'années que je bosse dans l'informatique. Donc j'ai fait principalement du développement web auprès de grosses structures et pas mal de presque 8 ans en start-up où j'étais directeur technique, enfin petit à petit, enfin, voilà, premier développeur, et puis petit à petit avec des rôles un peu plus de management et de direction technique, d'architecture, beaucoup de recrutement et de management. Et il y a 1 an, j'ai eu envie, besoin de passer en indépendant un petit peu pour trouver aussi plus de sens dans ce que je faisais. Et je suis arrivé chez Adatech School, du coup, pour qui je bosse en tant qu'encadrant une demi-douzaine de jours par mois, avec d'autres encadrantes et encadrants. Voilà, globalement. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, euh, ce que je vous propose, c'est que je vais partager mon écran pour vous présenter une petite présentation et j'aurai des questions à vous poser un petit peu pour vous faire interagir là-dessus. Alors, attendez. Tac. N'hésitez pas à dire si vous voyez bien l'écran au moment où Fred va le partager, que tout le monde puisse bien suivre l'atelier. Voilà. Donc, je vais essayer de voir bien le chat en même temps, normalement. Est-ce que vous voyez là une présentation
avec du code un petit peu peut-être obscur. Moi, de mon côté, je vois, c'est bon, Fred. Après, Ouais, je c'est pense que bon, tout tu le vois monde la dans le bonne chat, page? ouais. Ouais, c'est bon dans le chat, je vois qu'il n'y a que des oui. Ok, super. Voilà. Donc, on va attaquer directement, hein. Je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui savent déjà un petit peu ce que c'est que du code, en quoi ça consiste. Mais là, ici, par exemple, vous avez un petit contenu de code oula, pardon, qui fait des choses. Donc, je voulais voir avec vous, est-ce que, à première vue, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent? Alors, je peux le chat en même temps. Ah, si. Donc, il y a quelqu'un qui dit, c'est pas des maths déjà, exactement. Ça peut être une croyance un petit peu du JS, je vois, effectivement. Là, on est sur du code JavaScript, tout à fait. Donc, JavaScript, c'est un des langages, et notamment un des langages très réputés sur le web, puisque c'est un des langages que vous avez toutes et toutes, un interpréteur JavaScript sur votre ordinateur, puisque c'est ce qui est intégré dans les navigateurs. Les navigateurs, ils ont un interpréteur JavaScript, puisque c'est le langage historique des navigateurs web. Et donc, je rebondis juste sur l'aspect c'est pas des maths. Effectivement, ça peut être une croyance assez commune de se dire l'informatique, c'est pas pour moi parce que je suis pas une matheuse. En fait, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Globalement, même l'algorithmie, c'est plus de la logique, des successions d'attributions de variables, de données et de conditions que des mathématiques. Les gens qui codent des mathématiques en informatique, ça doit être une poignée de gens. Il y en a très peu. Moi, en plus d'une dizaine d'années d'informatique, je ne sais pas si j'ai déjà fait ce qu'on appelle des maths, quoi, à part peut-être des multiplications et des additions, quoi. Donc, voilà. Donc, effectivement, là, si on reprend un petit peu ce que je vois dans le chat, on voit qu'il y a des fonctions. Donc, effectivement, ici, une fonction dans un langage, c'est un ensemble de code qui est regroupé sous un nom et qui va pouvoir être appelé. Voilà, donc ici, on a une fonction qu'on appelle setup. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui connaît un petit peu, puisqu'elle parle déjà d'array. Je ne sais pas si ça parle à des gens ce que c'est qu'un array, un tableau. Mais en tout cas, ici, ce qu'on peut voir, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fonctions, enfin, comment dire, il y a des mots-clés qui sont un petit peu. Ok, j'expliquerai ce que c'est qu'un array. Mais il y a des mots-clés qui sont en anglais et d'autres, là, il y a des choses qui sont en français, couleur particule. Voilà, il y a pas mal de choses peut-être un petit peu obscures, mais finalement, ce qu'on peut observer dans un premier temps, c'est que le code, c'est avant tout des mots. Des mots, beaucoup de anglais. Un langage, en général, il a ce qu'on appelle des mots-clés réservés. Donc, par exemple, fonction ici est un mot-clé réservé de JavaScript, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser ce même mot pour appeler d'autres choses. Euh, ça va permettre de définir une fonction. Mais par contre, après, vous pouvez nommer, on appelle ça par exemple des variables. Ici, vous avez couleur particule, c'est quelque chose qui va représenter une couleur dans le code. Et on va voir tout à l'heure, on va pouvoir manipuler ça pour voir concrètement ce que ça veut dire. Donc, couleur particule, effectivement, là, c'est ce que je vois dans le chat. Et, ici, en français, c'est le nom des variables. Donc, ça, c'est ce que vous, dans votre programme, vous avez défini. C'est votre code métier, quoi, finalement. Donc, ici, on verra ce que fait un petit peu ce code-là, mais il va permettre de générer des formes avec des couleurs particulières. Et bien, ici, on vient définir une variable qui va prendre la couleur des fameuses particules. Donc, on n'utilise pas les camel case. Je ne sais pas si ça parle à des gens, ce que c'est que le camel case. Alors, c'est peut-être un petit peu, ça rentre un petit peu plus dans la technique, mais juste rapidement. En gros, c'est une manière pour écrire des variables, on est obligé de les écrire en une seule, comment dire, en un seul mot. Vous ne pouvez pas mettre d'espace parce que sinon, après, l'interpréteur JavaScript, il va être perdu. Il ne sait pas trop
Il faut respecter une certaine structure. Là, pour déclarer une variable, il faut utiliser ce mot-clé réservé qui est let et ensuite mettre son nom de sa variable et ensuite un égal pour dire, bah, voilà, je lui donne telle valeur. Et donc, bah, quand on a des variables qui ont plusieurs mots, comme ici couleur, particule, bah, on va les séparer soit avec un underscore, enfin un tiré du bas, soit parfois on a une autre notation qui est plus comme ça, create canvas par exemple, qui va séparer chacun des mots sans espace, mais avec une majuscule. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le camel case. Et ça, c'est ce qu'on appelle le. Je ne sais plus, j'ai un trou, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais quelque chose case. Voilà, on sépare avec des underscores. Bref, là, c'est vraiment des manières d'écrire, ce n'est pas très important. Je reviens tout à l'heure je reviens sur ce qui a été dit aussi un peu plus haut. Ici, donc, vous voyez qu'on a une fonction qui va draw, donc comme son nom l'indique, qui va dessiner des choses à l'écran qu'on verra tout à l'heure. Et ici, par exemple, vous avez un mot-clé réservé qui s'appelle if. Donc, bah, comme le mot l'indique en anglais, c'est une condition. C'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter ici, vraisemblablement, est-ce que la souris est pressée. Donc, ce qui veut dire, en gros, ça, c'est une variable un petit peu spéciale dans ce programme-là qui va permettre de déterminer est-ce qu'on est en train de cliquer, voilà, et de garder son bouton appuyé sur la souris. Si oui, alors ça va rentrer ici. Donc, clear, ça va effacer l'écran, ça va remettre tout à zéro. Et si jamais la souris n'est pas pressée, n'est pas cliquée, alors bah, du coup, ça ne rentrera pas dans cette condition et ça continuera le programme en dessous. Donc, si j'affiche ça de cette manière, on va peut-être pouvoir un peu mieux voir les différentes choses. Donc là, ici, vous avez les noms des fonctions. Donc ça, c'est vous qui définissez. En fonction de ce que fait votre programme, vous pouvez fonction, celui-là ne peut pas être changé, c'est un mot-clé réservé. Et ensuite, vous définissez, OK, la setup, dans ce programme-là, dans le cadre de ce programme, ça va être une fonction qui est appelée une première fois au début, qui va permettre d'initialiser notre programme. Et donc, du coup, qui appelle là des fonctions qui ont été définies au sein de ce programme, qu'on ne va pas voir ici, mais create canvas, comme son nom l'indique, ça va permettre de créer un canevas, donc un peu en langage informatique. Un canevas, c'est souvent un espace, on va dire. Donc là, 800 par 600, finalement, on vient définir la largeur et la hauteur. Et puis, background, ça va permettre d'attribuer une couleur au fond. On va pouvoir le voir. Et ici, quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on décrit une couleur avec une valeur qui est une valeur entière. Et si on voit ici, donc dans la fonction draw qui va permettre de dessiner, ici on voit qu'on vient générer également une couleur qui va être aussi finalement in fine un entier. Et on la génère à partir de 3, donc là random, je ne sais pas si ça parle à des gens sur qu'est-ce que peut faire cette fonction, là, random 255, mais si finalement on vient générer une couleur à partir de 3 variables. Est-ce que vous savez, est-ce que ça parle à des gens là, ces 3 variables-là? Qu'est-ce que ça peut représenter? Est-ce que vous savez comment les couleurs sur Internet, en tout cas une manière de les représenter? Exactement, RVB. Donc ça va être une variation de rouge, un pourcentage, on va dire, donc c'est exprimé souvent de 0 à 255. Et du coup, ça va représenter une valeur de rouge, une valeur de vert et une valeur de bleu. Et donc, ça va générer, une couleur à l'écran. Voilà. Donc, random est une fonction de JavaScript. Pas tout à fait. Ici, c'est plutôt une fonction. En gros, l'exemple que je vous montre, il s'appuie sur une librairie JavaScript externe qui permet de dessiner des graphiques, des ronds, des formes, des choses comme ça. Donc, c'est une fonction qui a été définie dans cette librairie externe. Donc, on ne va pas forcément la voir. Ça s'appelle P5JS. Mais donc, du coup, en tout cas, c'est effectivement une fonction JavaScript définie ailleurs qui va permettre de générer un nombre aléatoire entre 0 et 255. Voilà, donc, c'est comme ça qu'on va générer finalement, en générant une couleur aléatoire sur le rouge, une couleur aléatoire sur le vert, une couleur aléatoire sur le bleu, on va générer finalement une couleur aléatoire qui va permettre d'afficher quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, justement, ça vous parle là quand vous voyez la suite du code avec notamment les fonctions stroke, fill et ellipse?
que des personnes ont envie de réagir à ça, sur ce que ça leur évoque, qu'est-ce que ça pourrait faire, qu'est-ce que ça va afficher. On va le voir très rapidement après ensuite ensemble. Une ellipse, effectivement. Fil égale remplir, tout à fait. En gros, avec fil, on vient définir. Alors attention, je vois qu'il y a des gens qui disent jamais fait de Java. Ici, il faut bien. Bon, c'est pas forcément hyper important si vous découvrez le code, mais Java et JavaScript, c'est bien deux langages complètement différents, malgré le fait qu'ils partagent le mot Java. JavaScript n'est pas du tout du Java, c'est vraiment deux langages complètement différents. Donc pour revenir au fil, effectivement, stroke, ici, on va définir la couleur d'un contour, d'une ligne, d'une bordure. Voilà. Et fil, on vient définir la couleur de fond de l'ellipse qu'on va créer en dessous. Voilà. Et donc, effectivement, ellipse, ça va venir faire une ellipse. Donc ici, mouse X, mouse Y, c'est des variables spécifiques qui vont prendre les coordonnées de l'endroit de ma souris. Donc, on vient dire où est-ce qu'on veut positionner cette ellipse. Et ensuite, une ellipse, vu que ça peut être allongé, il y a la taille de la longueur et la taille de la largeur. Donc ici, vu qu'on affiche la même taille pour la longueur et la largeur, on va plutôt se retrouver avec un cercle. Vous allez le voir. Et on va afficher l'ellipse à l'endroit où se trouve donc mouse X et mouse Y. Donc mouse, ça représente la souris, votre curseur. Et du coup, ça va l'afficher aux positions de ma souris dans le canevas qu'on a créé plus haut. Pourquoi un cercle et pas un carré? Ce sera une très bonne question. Là, c'est vraiment pour les besoins de l'exercice, mais on pourra faire l'exercice, par exemple, ensemble, de changer ellipse par un carré et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a sur la dernière slide? Ah, et voilà, on avait un peu une traduction que j'ai faite un peu au fur et à mesure avec vous là. Mais voilà, en tout cas, donc, il y a un programme, ça s'exécute vraiment de haut en bas. Et puis, comme je disais, c'est finalement, ce n'est pas du tout des mathématiques ou des formules complexes, c'est des choses qui se lisent, en fait. Donc après, il faut connaître quand même quelques conventions. Donc, quand on a une fonction, c'est-à-dire qu'on définit des ordres qui vont être exécutés quand on appellera cette fonction. Et puis, à l'intérieur, on vient stocker des choses qu'on va utiliser ailleurs. Donc, par exemple, ici, couleur particule, on voit que c'est une variable qui est réutilisée ensuite à deux endroits, comme on avait ici, pour dessiner le contour de la forme et le remplissage. Voilà, donc ici, on va voir, les deux vont être fondus, mais on va pouvoir potentiellement changer pour essayer des couleurs différentes sur chacune de ces choses. Est-ce que jusqu'ici, il y a des... Voilà, est-ce que vous voulez rebondir? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ensuite, je vous propose de passer à... Mise en place. Alors, attendez. Mise en place. Mise en place, c'est la traduction de setup. Donc, ça veut dire que ça, en gros, c'est une fonction un peu spéciale là, dans le cadre de notre programme, qui est la chose qui va être appelée une seule fois au tout début. Voilà, donc c'est la mise en place de notre programme. Donc souvent, on appelle ça setup. Donc voilà, donc là, c'est juste donc ça, en aucun cas, ça ne marcherait. Là, c'est vraiment une traduction française des mots-clés du code qui sont dans la plupart des langages, en tout cas tous les langages que je connais, les mots-clés sont en anglais. Oui, c'est la traduction, exactement. Et donc ici, c'est juste une traduction française pour illustrer le fait que du code, voilà, finalement, ça se lit. C'est une séquence d'ordre qu'on donne à la machine, finalement. OK pour vous? C'est clair jusqu'ici? Les fonctions, variables, conditions, etc. sont à connaître par cœur afin de coder. Excellente question. Alors, oui et non. C'est-à-dire que quand on code, au fur et à mesure quand on apprend par exemple que la manière de créer une fonction en JavaScript, ça va être de cette manière. Et en fonction des langages, ça peut être un petit peu différent.
le format, la syntaxe peut changer un petit peu d'un langage à l'autre. Mais effectivement, avec la pratique, on va de plus en plus savoir un petit peu par cœur créer, comment est structurée une fonction. On démarre avec ce mot-clé-là, on lui met un nom, des parenthèses, une accolade. Voilà, chacun de ces caractères a une vraie importance pour que le programme reconnaisse que c'est une fonction. Mais après, j'aime bien cette question parce qu'elle illustre aussi le fait, vous allez voir, là, je vais vous proposer de changer des choses dans le programme, qu'on puisse faire quelque chose d'un peu interactif. Et une grande partie du travail d'un développeur ou d'une développeuse, c'est de savoir bien chercher sur Internet. C'est-à-dire que quel que soit le niveau d'expérience, on passe une bonne partie de notre temps à chercher des choses. C'est-à-dire que l'art de programmer, ce n'est pas l'art de connaître par cœur plein de choses. C'est plutôt l'art de raisonner et ensuite, s'il y a plein de choses que vous ne connaissez pas par cœur, ce n'est pas grave en fait. C'est juste de savoir un petit peu que ça existe. OK, bon, je ne sais plus comment créer une fonction en JavaScript. OK, ce n'est pas grave, je vais dans Google. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources que vous pouvez aller voir. OK, c'est ça la syntaxe, j'avais oublié pour créer une fonction en JavaScript. Donc là, par exemple, tout à l'heure, il y avait une question sur comment on change d'une ellipse pour faire un carré. Par exemple, là, moi, je ne suis pas un spécialiste du programme graphique là, que ça utilise en arrière-plan. On le cherchera ensemble, par exemple, si vous voulez. Et donc, ça, c'est une partie complètement intégrante du travail de développement, quoi. C'est de chercher, de savoir chercher, de savoir bien chercher. Ce n'est pas du tout un aveu de faiblesse, quoi. C'est au contraire une force. Et il y a beaucoup, beaucoup de ressources, beaucoup de choses qui sont faites. Donc aujourd'hui, c'est même essentiel de s'appuyer sur les morceaux de code qui ont déjà été faits précédemment. Ça ne sert à rien de réinventer là. Alors, attendez, je remonte un petit peu. Il y a pas mal de questions. Au quotidien, on aura un tableau les regroupant. Voilà, j'espère que ça répond à la question là sur ce que c'est à connaître par cœur. Existe-t-il une structure spécifique pour n'oublier aucune fonction? Qu'est-ce qu'on entend par une structure spécifique? Par exemple, là, du fait qu'il faut définir setup et draw. Alors, si c'est. Je veux bien une. Ah non, il y a une. Est-ce que c'est précisé après? Enfin bref, si la personne peut préciser, c'est ça. Là, ici, on est vraiment dans un cas où mon programme il utilise setup et draw. Ça va vraiment dépendre de votre environnement. L'environnement, est-ce que vous utilisez des librairies externes, c'est-à-dire du code qui a été fait par d'autres personnes? Donc là, par exemple, nous, on s'appuie sur JavaScript, mais aussi sur une librairie JavaScript qui va permettre de générer ces graphiques-là. Donc là, c'est en allant dans la documentation de cette librairie que je sais qu'il faut définir ces fonctions-là. Donc, quand vous programmez après dans un contexte donné, effectivement, vous allez savoir quelles fonctions il faut implémenter et de quelle manière ça marche. Après, ça, c'est le but de la pratique finalement et de travailler avec tel ou tel environnement. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à la question. Il y a plein de bibliothèques pour nous aider au début. Tout à fait. Le monde de l'informatique est quand même un monde de partage. Il y a beaucoup je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'open source, mais avec des sites notamment qui s'appellent par exemple GitHub. Il y en a d'autres, mais c'est un monde où il y a énormément, quand je parle de librairie externe, finalement, c'est des gens, des vrais gens, qui ont, indépendamment ou avec le compte d'entreprise, qui publient du code que les autres peuvent. Donc, ce n'est pas du code caché, c'est du code dont on peut voir le code, qu'on peut consulter et qui peut être utilisé pour faire telle ou telle chose. Donc là, notamment, cette librairie graphique qu'on utilise derrière, là, que vous allez voir, c'est une librairie graphique gratuite qui est open source, que n'importe qui peut utiliser. Donc, il y a évidemment le code, c'est aussi, je parlais de beaucoup de recherche, mais aussi beaucoup de réutilisation de choses existantes. Voilà. C'est essentiel de bien maîtriser ces aspects-là. Voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. Je vous propose de passer, ça fait 30 minutes, c'est bien en termes de timing, de passer un petit peu à la partie concrète, très pratique. Donc, alors attendez, est-ce que si je passe ici, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que l'onglet a changé? Est-ce que vous voyez un écran avec plutôt noir, avec. Oui, ok, super.
Alors, je vais vous envoyer ce lien-là. Normalement, vous allez pouvoir jouer avec. Donc, dans un premier temps, je vais peut-être moi guider la chose et après, je vous invite à pouvoir manipuler. Alors, attendez, je vous prends juste. Hop. Là, est-ce que vous voyez toujours, là, est-ce que ça a changé d'onglet ou est-ce que vous voyez toujours la fenêtre? Je vois toujours Enfin, je vois que ça a changé en fait. Tu vois que ça a changé là, je suis Ouais, sur c'est le bon, texte. je vois les lignes de code. Et je pense que ouais, il y a quelqu'un qui a marqué oui, donc c'est bon. Je OK. vois code pen. OK, super. Alors, on va passer là. Tac. Alors, c'est possible de passer sur VS Code. Alors, c'est tout à fait possible de coder sur VS Code. Là, pour le... Alors, attendez. Tac. Là, pour le but de l'exercice, justement, avec CodePen, c'est un éditeur de code en ligne qui permet un petit peu d'exécuter du code et notamment de se le partager. Donc là, normalement, vous avez la même version que moi et on va pouvoir un peu jouer avec le code que vous avez vu pour pouvoir modifier certaines choses et voir à quel point, bah, finalement, voilà, quand on change telle donnée, qu'est-ce que ça change. Euh, tac. Donc là, en gros, vous avez un. Donc là, la personne qui a posé la question, VSC, j'imagine qu'on parle de VS Code. Pour celles que ça ne parlerait pas, VS Code, c'est un éditeur de texte, un éditeur de code, voilà, dans lequel on va pouvoir éditer le code et l'exécuter. Donc là, bah, finalement, CodePen, c'est un éditeur de code, mais en ligne. Donc ça vous permet là d'avoir le lien tout sur votre ordi et de pouvoir un petit peu jouer aussi avec ça. Donc, en gros, ce qui se passe, ici, on a notre code JS. Donc, vous avez peut-être différentes fenêtres. Là, moi, j'ai juste. Vous avez peut-être, pardon, vous avez peut-être un peu trois panneaux HTML, CSS, JS. Je vous invite à HTML, c'est vraiment la page de fond qui va s'afficher en dessous. Et je vous invite à, je sais pas, voilà, Maximize JavaScript Editor pour y voir un petit peu plus clair. Ce serait pas mal si on pouvait mettre l'un à côté de l'autre. C'est ça qu'on a changé au dernier moment. On était sur un autre éditeur tout à l'heure en ligne et du coup, on l'a changé rapidement, mais du coup, je le maîtrise moins. Alors, attendez, juste une petite seconde. Ah oui, c'est peut-être en haut là pour changer le layout. Voilà, super. Hop. Euh, donc là, par exemple, vous allez voir un petit peu le code qui est généré. Donc, on retrouve le même code que tout à l'heure, hein, dont on parlait tout à l'heure, mais mis dans une console JavaScript. Et donc là, si on va à droite, eh bien, on voit que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, quand je bouge ma souris, j'ai des petits cercles de couleurs différentes et de tailles différentes qui s'affichent à l'endroit de mon curseur. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais en tout cas, ça suit mon curseur et ça affiche des petites bulles. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à faire la même chose chez vous avec le lien que je vous ai envoyé. J'ai dit oui. C'est sympa les couleurs. Ouais, carrément, là, ça donne un truc assez graphique, assez chouette, ouais, carrément. Et donc là, on va commencer à jouer un petit peu. Est-ce que, par exemple, si je vous demande de changer la couleur de fond, par exemple, qu'est-ce que vous auriez tendance à manipuler? Qu'est-ce que vous essayeriez de changer? Quand on clique, on repart à zéro. Ouais, carrément. Background, ouais. Et changer le nombre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, par exemple? Allez, j'essaye 120. Donc là, il faut attendre que ça se recharge. Et là, effectivement, bah, visiblement, 120. Alors, allez savoir pourquoi. Enfin, là, il faudrait justement essayer de comprendre pourquoi. Mais là, effectivement, 120, ça change en un espèce de gris. On va essayer 255. Je vois qu'il y a des gens qui disent 255. Donc, il faut à chaque fois un petit temps, le temps que ça se recharge. Voilà. Hop.
255, visiblement, on est sur un background complètement blanc. 982, testons. Donc là, 982, visiblement, ça fait toujours du blanc. Donc là, par exemple, il faudra aller chercher qu'est-ce que fait cette fonction. On pourra aller le voir un petit peu ensemble, mais on va d'abord manipuler un peu plus le programme avant de partir dans de la recherche. Donc on peut mettre, je ne sais pas si je mets 100. Hop. Donc là, on a réussi à changer le background, effectivement. Donc ici, vous pouvez aussi essayer. Hein. Si vous changez le 800 par 600, vous verrez que c'est la taille de ce fond, on appelle ça un canvas, un canevas, qui va changer. Donc par exemple, si je diminue à 800, ça doit être la hauteur. Donc si je fais par exemple 500 sur 400, avec ce background gris, hop, voilà, on voit que ça a bien diminué. Donc là, imaginez-vous, hein, toutes les pages web que vous voyez quand vous naviguez sur Internet, c'est globalement, alors il y a du HTML qu'on ne voit pas forcément ici, qu'on peut voir là dans l'onglet si vous êtes curieuse, vous pouvez aller voir un petit peu comment ça marche, mais globalement ici, tout est généré en JavaScript, donc c'est un peu particulier. Mais ici, voilà, c'est généré par du code. Donc là, avec le draw, donc on voit que le draw, en gros, il est appelé par notre programme, par la librairie graphique, je ne me rends pas compte, plusieurs fois par seconde. Là, c'est ce qui fait que ça affiche autant de petits ronds. Et vous pouvez voir que le clear dont on parlait tout à l'heure, là, et le mouse is pressed, bah, je ne sais plus qui l'a mentionné tout à l'heure dans le chat, mais là, on comprend bien, OK, quand on clique une fois, hop, ça remet, le clear vient nettoyer tout l'écran, tout ce qui avait été affiché, et on repart à zéro. Alors que sinon, ça continue et ça affiche des ronds à l'infini. Par exemple, comment on pourrait faire si pour afficher des ronds de taille unique? Retirer, enlever le random, ouais, qu'est-ce que je mettrais à la place, par exemple? Juste le chiffre. Donc, effectivement, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre? Mais, allez, je mets 24. Qu'est-ce que ça fait? Effectivement, là, ça y est, on a des ronds qui sont. Donc là, si j'essaye 24, peut-être que je peux mettre un peu plus gros, 50. Donc là, effectivement, j'ai des. Voilà, maintenant j'ai un. Alors, c'est pas en pourcentage, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça fait 50 pixels. C'est souvent en pixels normalement, là, pour une taille comme ça. Là, je ne me rends pas compte. Euh, Mais par exemple, si vous voulez. Alors, attendez. Voilà, on voit qu'on utilise P5JS. Hop. Donc là, je vais vous. Si on précise la valeur. Alors, attendez. Pixels. Hein. Vous voulez dire si je fais comme ça, par exemple, 50. Alors là, on voit qu'il ne se passe plus grand-chose. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui doit être cassé. Donc, c'est pas voilà, la taille ici qui est attendue par ellipse, c'est pas ça. Donc là, par exemple, donc là, effectivement, il y a des gens qui parlent de type Donc tout à l'heure, on parlait d'array, on a parlé d'entier. Et effectivement, une chaîne de caractères en code, on appelle ça un string. Et donc ici, on a transformé une valeur qui était une valeur entière en un string et visiblement, c'est plus reconnu. Donc là, si on veut repasser à quelque chose qui marche, on peut remettre 50. Normalement, ça va recharger. Et pour vous montrer un petit peu, donc là, c'est spécifique je ne vais pas vous perdre avec ça, mais nous, on utilise une librairie qui s'appelle P5JS qui sert à faire tout le contenu graphique. Et donc, par exemple, ici, pour savoir un petit peu, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, moi, par exemple, ce n'est pas un truc que je maîtrise, donc je vais chercher
P5 ellipse. Et là, je tombe sur un site avec une documentation de référence, avec, bon, là, peut-être des choses un peu plus compliquées, mais du coup, je vais avoir une description de qu'est-ce que fait ellipse, avec les différents paramètres. Donc, les paramètres, c'est ça, hein, quand j'appelle une fonction, ici, les variables que je lui donne qui permettent de changer un petit peu les choses. Donc ici, par exemple, faire varier la taille ou la couleur ou la forme, enfin plutôt la taille ou la couleur. Ici, c'est passé en tant que variable à une fonction. Et donc ici, ces variables, je ne peux pas passer n'importe quoi, n'importe comment. C'est vraiment une fonction, elle attend des paramètres bien spéciaux. Et donc, par exemple, ici, ellipse, ben, on peut voir que xy, du coup, si, je ne sais pas si des notions de coordonnées, ça vous parle, mais effectivement, c'est les coordonnées sur un axe et les coordonnées sur l'autre axe pour savoir où est-ce qu'on va afficher l'ellipse. Donc, ici, nous, on a choisi mouse X, mouse Y. On pourrait avoir dit 10 et 20, par exemple. Bon, là, ça ne va pas. Du coup, voilà. Là, ça affiche toujours au même endroit. Voilà. Donc, c'est moins intéressant parce qu'on voit moins tous les ronds qui s'affichent successivement. Et donc, pour repasser à la question qu'on avait, enfin, ce sur qu'on était, on peut voir que donc, la width, donc la largeur, donc c'est bien un nombre qui est attendu. Mais alors, oui, il ne spécifie pas. Est-ce qu'il ne spécifie pas si c'est du pixel? Mais bon, j'imagine que c'est du pixel. Je ne sais pas trop ce que ça peut être d'autre. Voilà, bon. Alors, est-ce qu'on peut réduire le temps? Le temps, c'est-à-dire d'affichage des petits ronds, que ça en affiche moins? Alors, ça doit pouvoir se faire, mais il faudrait aller chercher, par exemple, la fonction draw, qui est celle qui est appelée. On va voir si on trouve quelque chose là-dessus. Ah, ici, par exemple, vous voyez dans Setup, donc ça, c'est les deux fonctions un petit peu qui sont attendues par la librairie. Ici, je viens de trouver quelque chose, framerate. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais en tout cas, quand je vois un taux de frame, donc de frame, c'est une image, je ne sais pas trop comment appeler ça en français. Peut-être que en essayant ça, donc vraiment l'informatique, faut désacraliser. C'est pas un code qu'on produit dans sa tête et d'un coup tout marche. Il faut vraiment voir ça comme quelque chose qui est du. On essaie quelque chose, on voit si ça marche. Voilà, on expérimente. Donc, par exemple ici, est-ce que si j'utilise ça et que je mets un framerate de 1, par exemple, j'en sais rien. C'est du tâtonnement, ouais, complètement. On tâtonne souvent, il ne faut pas. Ah, effectivement, et voilà. Donc là, j'ai le. Trop bien. J'ai des petits points qui s'affichent de manière beaucoup plus lente. Là, visiblement, a priori, c'est 1 par seconde. Voilà. Tac, tac. Avec ce que je vous ai montré, est-ce que vous voulez afficher, je ne sais pas, par exemple, comment on ferait pour afficher un. Parce que certaines personnes ont envie d'afficher un carré. Tout à l'heure, il y avait cette question-là. Alors, quelqu'un dit c'est genre Square. Alors, moi, je vous dis, je ne suis pas un spécialiste sur cette librairie-là. Donc, ce serait quoi la démarche que vous auriez pour vérifier est-ce que c'est Square et est-ce que Square, qu'est-ce que ça prend comme paramètre? Effectivement, chercher sur Google, encore une fois, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Ce n'est pas comment dire, c'est pas démonstratif d'un niveau technique. Chercher sur Google, c'est vraiment la vie quotidienne du développeur. Non, chercher dans la bibliothèque, exactement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde la notion de bibliothèque Ouais. N'hésitez pas, hein, s'il y a des personnes, parce que là, il y a des gens, vous avez l'air dynamique dans le chat, donc c'est trop bien, mais s'il y a des personnes qui sont un petit peu peut-être, il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de questions bêtes. Donc là, quelqu'un envoie référence P5 Square, effectivement.
C'est-à-dire qu'on peut faire le même projet, mais avec une autre bibliothèque. Exactement. Là, c'est vraiment. Là, on a choisi cette bibliothèque p5.js, mais il y en a plein d'autres qui permettent de faire des choses graphiques. On aurait même pu tout faire sans bibliothèque externe, mais ça permet un petit peu de simplifier et d'avoir des choses comme ellipse, fill. Voilà, comme c'est quelque chose dont on a souvent besoin pour faire des choses graphiques, ben, il y a des gens qui ont écrit des librairies, donc des bouts de code que vous n'avez pas à refaire, quoi. Et du coup, qui simplifie un petit peu la vie, là, en tout cas, pour créer des choses graphiques. Donc, alors, une question, c'est-à-dire qu'on peut faire la même. Ouais, voilà, les langages informatiques sont comme des langues étrangères. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça, les langages informatiques. En tout cas, on peut faire une similarité avec les langues étrangères au sens où il y a des, il y a des mots-clés à un moment donné qu'on utilise avec une syntaxe donnée. On met d'abord le sujet, verbe, complément en français. Ici, par exemple, dans un langage comme JavaScript, vous avez, OK, il faut d'abord utiliser là, des mots-clés réservés, donc fonction, ensuite un mot, où là, c'est vous qui le donnez, des parenthèses, des paramètres éventuels, et ensuite des accolades. Donc ça, c'est un petit peu le langage JavaScript. Et puis, vous avez toute voilà, la déclaration de variables, des conditions. Et puis, on peut voir les librairies, effectivement, comme, je ne sais pas, comme peut-être un dialecte à l'intérieur d'un même langage, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont créer des nouveaux mots pour qu'ils soient réutilisés plus facilement à l'intérieur de ce cadre-là, quoi. Je ne sais pas si la métaphore vous parle, mais en tout cas, si ça vous parle, ça peut être vu comme ça, complètement. Théoriquement, on peut tous faire évoluer le JS. Alors, complètement. Enfin, en gros, il faut voir en fait, les langages, c'est à la fois un ensemble de mots-clés et de syntaxe et de manières de faire. Et à l'intérieur de ça, ensuite, vous pouvez créer n'importe quoi. Et si vous voulez créer des choses réutilisables, on appelle ça des librairies. C'est-à-dire que il y a des librairies en JavaScript, il y a des librairies en Go, il y a des librairies, enfin voilà, dans tous les langages possibles. C'est juste du code qu'on se partage en fait, très simplement. Donc, pour faire évoluer le langage, là, c'est vraiment enfin, voilà, des gens très pointus là, qui vont vraiment faire évoluer le langage. C'est-à-dire que, OK, maintenant, c'est plus fonction, mais on va utiliser quelque chose peut-être plus simple, plus élégant pour définir des fonctions. Donc, les langages, ils peuvent évoluer au fil du temps. Des manières de faire peuvent évoluer, se simplifier, ou permettre de faire des choses plus avancées de manière plus simple. Donc ça, c'est vraiment que quelques personnes qui font évoluer les langages. Mais vous, ensuite, en utilisant ce langage, vous pouvez créer n'importe quelle librairie. Voilà, donc il y a quelqu'un qui parle de GitHub. Effectivement, si vous allez sur GitHub, c'est vraiment la référence aujourd'hui en termes de librairie open source. Là, vous ouvrez un monde de librairies. Ah, ça n'a pas marché. Qui est énorme, quoi. Donc ici, donc moi j'ai un compte ici. Ça permet de se partager du code, mais vous avez, je ne sais pas si on va dans Explore, par exemple. Voilà, par exemple, je ne sais pas. Ça va peut-être vous paraître du chinois, ce genre de librairie, parce que c'est vraiment des trucs très technico-techniques, mais juste pour illustrer que là, voilà, à disposition. Et si je vais là-dedans, là, vous voyez que voilà, j'ai du code d'un projet très complexe. Voilà. Donc, on peut chercher tout type de langage, tout type de choses, et des manières de rechercher, de partager des librairies, etc. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. On va trouver les mêmes codes dans différentes bibliothèques. Potentiellement, ouais, il y a des gens qui vont faire un peu les mêmes, enfin, des bibliothèques de code qui vont servir aux mêmes choses, mais faites un petit peu de manière différemment en termes de syntaxe. Le monde du développement, c'est aussi beaucoup un monde de préférence. Il y a des gens qui ont préféré coder de telle manière. Il va y avoir des choses plus ou moins performantes. Donc, ça va dépendre aussi de l'usage qu'on veut en faire. Donc, oui, en général, il y a des bibliothèques quand même à un moment donné, qui font l'unanimité et qui deviennent très populaires et donc à un moment donné, que beaucoup de gens utilisent.
Mais il y a toujours des nouvelles façons de faire, donc des gens qui vont faire d'autres librairies pour faire à peu près la même chose, de manière un petit peu différente. Ça existe beaucoup même. C'est d'ailleurs ça c'est un sujet qui n'est pas toujours simple, c'est qu'il y a tellement de codes existants que bon, c'est bien beau, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on choisit? Donc ça peut être quelque chose qui des fois prend un petit peu la tête, quoi, qui n'est pas toujours simple. Et au revoir à à ceux qui doivent y aller. Merci beaucoup pour votre présence. Une question concernant les prérequis. J'entends souvent dire qu'il faut des bases en CSS, HTML avant de s'aventurer dans le JavaScript. Effectivement, le HTML et le CSS, c'est ce qui va vous permettre d'afficher des choses à l'écran. Par exemple, ici, si je reprends le HTML, c'est vrai qu'on n'a pas fait la fonction square là. On pourrait peut-être essayer quand même, ce serait sympa peut-être avant. Donc là, vous voyez que square, par exemple, tout à l'heure ici, et je reviendrai à la question après sur le HTML et les frameworks. Ellipse, mouse Y, là, il y avait 4 paramètres. Et finalement, ici, j'ai 3 paramètres. Donc, on va essayer comme ça. Tac. Donc là, encore une fois, il ne faut pas hésiter. Donc là, quand je fais ça, hop, je commente avec deux slash, c'est-à-dire que ce sera plus pris en compte dans l'évaluation. Et donc là, ici, juste pour vous montrer rapidement, bon, ben voilà, ça y est, maintenant j'ai écrit un carré, évidemment, qui s'affiche toujours au même endroit. Donc là, je peux reprendre ça pour afficher les coordonnées ici. On va peut-être augmenter un peu le framerate. Ça à 10. Allez, hop. Waouh, peut-être beaucoup. 2. Voilà, donc là, bah, ça y est, on a changé, on fait des carrés, toujours de la même taille. Donc là, encore une fois, si on veut changer la taille, bah, tout à l'heure, on pourrait changer aussi par exemple, le fil, si je veux que ce soit, je ne sais pas moi, color. Donc, on peut tout faire ça, si je veux que ce soit en blanc. Hop. Ah, bah là, je suis bête, j'ai mis le fond en blanc. Donc, on voit que voilà, c'est juste la bordure maintenant qui change de couleur, et pas le fond. Donc, je peux changer et mettre ça, hop, comme ça. Voilà, donc juste pour illustrer. Voilà, donc là, ça y est, j'ai créé une petite bordure blanche à chaque fois. Alors, je reviens aux questions. Est-ce qu'il faut des bases en CSS et HTML avant de s'assurer dans JavaScript? C'est assez différent. En fait, HTML, c'est un langage descriptif qui va vous permettre d'afficher des choses à l'écran. Donc, c'est ce que charge votre navigateur Internet, hein, quel que ce soit Chrome, Safari, Firefox, peu importe. À l'intérieur, c'est du HTML. Si vous allez sur n'importe quelle page, par exemple, si je suis ici, je ne sais pas si vous avez déjà la curiosité de faire clic droit et de faire View Page Source. Donc là, j'ai pris cette page-là là, de documentation qu'on utilisait, mais vous pouvez faire ça sur n'importe quelle page. Là, vous allez voir ici du code HTML. Donc ça, c'est le code HTML, donc la description de la structure de la page interprétée par votre navigateur et du coup rendu à l'utilisateur de manière simple, quoi, enfin, facilement visible. Donc vous pouvez positionner des éléments, etc. Donc le HTML, c'est la description pardon, des éléments affichés et le CSS, c'est la manière dont on va les afficher, la position, la couleur qu'on va leur donner. Est-ce que ce sera en colonne? Est-ce que ce sera les uns en dessous les autres, etc. Donc là, par exemple, ici, ça, c'est vraiment une structure HTML de base. Donc là, nous, on insérait juste le script HTML. Mais par exemple, si je veux l'afficher, coucou, ici, normalement, je devrais voir afficher. Voilà, vous voyez qu'en haut, ça a affiché coucou. Voilà. Et ensuite, notre script, lui, va exécuter de manière dynamique. Il va faire le code qu'on voit depuis tout à l'heure. Et le CSS, lui, ça va permettre de coloriser. Par exemple, si je voulais mettre le coucou en rouge, une autre couleur, ou le centrer, des choses comme ça. Donc, le HTML et le CSS, c'est vraiment des langages de présentation, si vous voulez, alors que le JavaScript, ça va vraiment vous permettre de faire de l'algorithmie, de faire une logique dynamique de création
Donc là, en l'occurrence, c'est très visuel. On a utilisé une librairie graphique, mais ça peut être de traitement, de faire des calculs. Vous ne pouvez pas faire des calculs, par exemple, en CSS ou en HTML. C'est vraiment la manière de présenter les choses. Si on débute pour apprendre JavaScript, il vaut mieux s'appuyer sur une librairie ou essayer d'écrire son propre code. Si on débute pour apprendre JavaScript, moi, je vous conseille plutôt de faire des… Il y a pas mal de tutoriels assez comment dire, interactifs qui vous permettent d'apprendre les bases, de manipuler des fonctions. Donc, ce sera plus simple, vous y verrez peut-être plus clair que d'utiliser une librairie graphique. Par exemple, ici, dans notre code, pour démarrer, ça peut être un peu confusant. Mais attendez, field, stroke, square, ça vient d'où en fait? Ça, c'est pas du JavaScript. C'est la librairie JavaScript. Merde, je ne sais plus son nom. P5 là. Donc ça, c'est du spécifique à la librairie. C'est pas du spécifique JavaScript. Donc peut-être dans un premier temps, pour commencer un petit peu à appréhender vraiment le langage, moi je recommanderais, mais bon après il n'y a pas de règle, hein, c'est en fonction de chacun. Moi, je recommanderais de faire plutôt des tutoriels. Donc il y en a plein sur Codecademy. Vous avez je pense que Salomé pourra en partager si vous voulez aussi des noms de sites de tutos de langage. Donc Yes, moi, je je vous mets ça. recommanderais. Pardon? Je vous en partage dans le chat. Ouais. En tout cas, moi, je recommanderais plutôt de partir sur du JavaScript sans trop de fioritures, quoi. Enfin, voilà, sans trop d'ajouts, enfin, de librairies externes pour que ce soit, pour pas tout mélanger, en fait, pour bien comprendre qu'est-ce qui est du JavaScript natif et qu'est-ce qui est des librairies externes. Donc, sur la même page, on peut avoir le code CSS, HTML, JavaScript. Exactement. Là, en gros, on a une page HTML donc, qui définit vraiment ce qui est affiché dans ma page HTML. Donc là, par exemple, je peux faire un lien. C'est comme ça que sont faits les liens. Donc, href avec gps.google, par exemple. Et puis, si on va faire… C'est pas très bien de favoriser Google. J'aurais dû choisir un autre truc. Mais bon. Hop. Donc là, par exemple, vous voyez, hop, ben là, j'ai un lien. Donc là, c'est vraiment la colorisation standard d'un navigateur. C'est ce fameux bleu avec le trait en dessous. Ça, c'est comme ça que sont faits les liens par défaut dans les navigateurs en général. Mais évidemment, on peut paramétrer ça pour que ça s'affiche d'une autre manière. Mais du coup, si je clique dessus, hop, ben voilà, là, ça me redirige vers Google. Voilà, très simplement. Et donc ici, juste, on a… et effectivement, ici, je viens charger la librairie P5. Donc là, c'est qu'elle est, disons qu'elle est disponible sur d'autres serveurs, donc je la charge à distance. Et ici, je charge notre script. Ici, script.js, ça, c'est le nom de notre script ici. Et donc, finalement, mon fichier HTML vient charger ce script-là et ensuite, il affiche son HTML. Et donc, on peut aussi charger des fichiers CSS. Et donc, vous allez pouvoir voir, si on revient ici sur le code source qu'on avait tout à l'heure de la page, en gros, dans body, c'est tout ce qu'on voit, tous les éléments vraiment qui s'affichent. Et dans head, c'est un petit peu la description de qu'est-ce qu'on va aller chercher ailleurs. Donc, par exemple, ici, vous avez les différents scripts qui sont chargés par cette page-là pour permettre d'afficher telle ou telle chose. Et tout ce qui est CSS, c'est ce qui va permettre aussi de dire comment ça s'affiche, de quelle couleur, etc. Donc, tout ça, c'est chargé au sein d'une même page. Alors, attendez, je remonte un peu dans les questions. Il y avait des questions sur une question que j'ai vu passer à un moment donné sur la différence entre une librairie et un framework. Si vous voulez, une librairie, c'est un petit peu une bibliothèque de code qui va vous aider à… Là, c'est un peu une boîte à outils. Donc, un petit peu comme ici, on a une librairie qui va nous aider à afficher des carrés, des ronds, etc. Un framework, ça va être un petit peu… C'est la même chose, globalement. C'est du code externe, mais mais un petit peu plus structurant. C'est-à-dire que ça va vous forcer une certaine structure de code, une certaine manière de faire. Et donc, c'est… comment dire… Une librairie, vous l'adaptez à votre structure, alors qu'un framework, vous vous adaptez à sa structure. Voilà. Et en général, c'est un peu plus une grosse boîte à outils, mais dont vous ne pouvez pas trop sortir, mais qui vous permet des choses potentiellement plus puissantes pour organiser votre code, faire des applications un peu plus avancées. Voilà, je ne sais pas si
si l'explication vous parle. Et c'est dans Script qu'on appelle la librairie, tout à fait. C'est bien ça. Voilà, globalement, on commence à avoir fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Allez-y, hein, je suis à votre disposition. Si vous voulez qu'on essaye si vous avez d'autres idées pour changer le programme, de chercher à faire les choses d'autre manière. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai encore un peu de temps si vous avez envie d'échanger. Du coup, c'est quoi Euray Euray, c'est une notion un peu plus avancée, mais tout à l'heure, je vous disais qu'on peut. Comment vous l'illustrer ici En gros, ici, pour créer une variable, j'utilise le mot-clé réservé let. Et puis, par exemple, je vais appeler, comme on disait tout à l'heure, donc on avait let taille égale 50 là. Voilà. Donc, je vais appeler un autre truc, voilà, 50. Donc ici, je vous avais dit tout à l'heure que, donc là, le point virgule, c'est aussi requis par le langage. Eh bien, ici, j'ai une variable qui va être de type qu'on appelle entier. Si je fais ça, par exemple, que je l'appelle, je sais pas, texte, ici, je vais avoir une variable de type chaîne de caractères, de type string. Donc, ça pourrait me permettre de l'afficher à l'écran, dans les carrés, par exemple. Et puis, il y a un autre type. Donc, vous avez aussi le type booléen, c'est-à-dire que c'est soit true, soit false, donc qui vous permet de rentrer dans les conditions. Donc, par exemple, ça ici, c'est de type booléen, c'est est-ce que ma souris est appuyée ou non. Et array, et bien finalement, un array, c'est une liste. Donc ça, c'est un peu la notation en JavaScript pour créer un array. Et donc, du coup, c'est une liste avec d'autres valeurs. Donc ici, par exemple, je peux avoir soit un array je ne sais pas moi, d'entier. Voilà, mais je pourrais aussi créer une variable avec pardon, hop, coucou, salut. Donc ça, par exemple, je pourrais l'appeler list of. Voilà, donc ça, c'est un array. C'est ce qu'on appelle un array. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'une liste de valeurs. Et là où une variable tout à l'heure ne possédait qu'une valeur, ben là, finalement, je peux venir décrire une liste. Donc, par exemple, je pourrais décider plutôt que d'avoir, si par exemple, je voulais gérer des coordonnées, ben, des coordonnées, c'est toujours, merci, ouais, au revoir. C'est toujours un X et un Y. Donc, par exemple, je pourrais me dire, OK, ben, finalement, je vais appeler mes coordinates, on pourrait appeler ça c'est toujours un peu étrange de gérer les variables en français, parce que du coup, vu que les mots-clés sont en anglais, ça fait une espèce de franglais un petit peu, un petit peu étrange. Donc, mais voilà, par exemple, je pourrais appeler ça coordonnées, et puis bah, du coup, ici, ça prend deux valeurs. La première, j'aurais pu définir que c'est X, et ma deuxième Y. Et comme ça, c'est plus simple, je n'ai plus qu'à passer une seule variable plutôt que deux pour passer mon ensemble de valeurs, quoi. Donc voilà, donc une liste, bah, il faut voir ça comme, par exemple, si vous avez un blog qui se charge avec des commentaires, enfin n'importe quelle appli d'ailleurs aujourd'hui qui accepte des commentaires, toujours très positif d'ailleurs, bah, du coup, on peut dire que ces commentaires, ils vont être, d'un point de vue code, avant de les afficher, bah, ils vont être affichés, enfin, ils vont être récupérés en tant qu'array, en tant qu'une liste de commentaires, et votre programme, lui, c'est ce qu'on appelle une boucle, il va vous permettre de itérer sur chaque élément de l'array pour pouvoir afficher le premier commentaire, puis le deuxième, puis le troisième, etc. Voilà, donc ça, là, c'est un petit peu plus avancé comme concept, mais c'est un des concepts qu'on voit très tôt quand on programme. C'est comment on fait des boucles, c'est-à-dire comment on permet d'itérer sur une liste d'éléments potentiellement, enfin, pas infini, mais qui peut avoir plusieurs éléments en tout cas. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que les formations à Data School incluent l'accessibilité numérique? Alors, enfin,
Oui, après, elle est pas uniquement centrée là-dessus, mais en gros, nous, chez ADA, dans le cadre de la première année de formation, euh, on tâche de sensibiliser les apprenantes à, enfin justement, pas un langage donné, enfin pas un langage précis, pas spécifique. On essaie justement de leur donner une ouverture d'esprit sur un petit peu, bah, pas tout ce qui existe parce que c'est quand même très très vaste. Mais du coup, il y a des notions de fiches théoriques et de projets. Donc les apprenantes alternent entre des fiches théoriques et des projets. Donc des fiches sur des, voilà, on commence par les structures de données d'un programme. Il peut y avoir des fiches sur les bases de données, des fiches sur la sécurité. Et donc, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir des fiches qui mentionnent ces questions d'accessibilité. Voilà, au sein de certaines fiches. Euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. L'accessibilité, là, quand on parle d'accessibilité numérique, je ne sais pas si tout le monde comprend bien ce que c'est, mais pour vous donner un exemple, bah, c'est de comment dire, comment s'assurer que une page, voilà, si on parle du web, donc là, c'est une page de documentation, donc ce n'est pas forcément hyper adéquat. Mais quand je vais sur euh, le site d'ADA, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais on va voir. Mais c'est est-ce que ce site-là est adapté à des gens qui ont des problèmes de vue, par exemple, ou voire qui ne voient pas. Donc, il y a dans les navigateurs, il y a des choses qui sont. Est-ce que comment dire, est-ce que la police de caractère est assez grosse? Est-ce que lorsqu'on l'augmente à la main, donc là, si j'utilise le zoom du navigateur, est-ce que le site continue d'avoir voilà, une structure agréable? Est-ce que les boutons d'inscription sur un site, par exemple, d'achat, est-ce que ça va continuer de. Est-ce que vous avez la commande vocale quand vous activez la commande vocale, où du coup, vous allez avoir des fonctions, que ce soit sur votre ordinateur ou dans le navigateur, qui vont vous permettre de lire le texte, par exemple, pour les malvoyants. Euh, etc., etc. Donc voilà, est-ce que c'est accessible pour l'ensemble de la population avec ses spécificités? C'est un peu ça ce qu'on appelle l'accessibilité sur le web, c'est s'assurer que ça respecte un certain nombre de bonnes pratiques qui permettent à tout le monde d'accéder de manière égale à l'information numérique. Donc voilà, par exemple, une des bonnes pratiques, c'est pour les personnes malvoyantes, c'est que sur les images, on met justement dans le HTML, on a des balises sur les images. Donc là, par exemple, il n'y en a pas sur ce truc-là, mais en gros, des balises sur les images qui vont donner un texte alternatif qui ne se voit pas quand vous chargez l'image, mais qui va être le texte qui va être énoncé par les outils de lecture automatique de texte, par exemple. Donc, ce qui va pouvoir permettre de donner un contexte à l'image, même à des gens qui ne voient pas cette image. Voilà, c'est un exemple de pratique d'accessibilité. Donc ça, effectivement, c'est des choses qu'on entrevoit à ADA. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je reviens dans je reviens dans la Vas-y. boucle. Ouais. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, c'est le moment. Fred, je pense, a encore quelques minutes si vous voulez lui poser vos dernières questions. Mais sinon, merci en tout cas, Fred. Pas des questions, mais merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, merci. J'ai l'impression que ça a plu, que tu as eu pas mal de retours et de questions intéressantes. Donc, trop chouette. Yes, bah ouais, merci beaucoup à toutes celles qui sont encore là. J'espère Mm. que c'était pas facile de savoir en fonction de où vous partez si je vous ai pas trop perdu, mais vu les questions, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Donc, merci pour votre participation. Écoute, tout le monde dit merci. Donc voilà, merci encore, Fred. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà, il y a le mail d'Ada sur le site. Je vous ai donné la brochure de présentation. N'hésitez pas aussi à un numéro sur Internet si vous avez des questions à nous poser. Voilà, toute l'équipe, on reste disponible. Et bonne journée à toutes et à tous. Je vais fermer le Zoom du coup. Salut Fred, du coup. Salut Salomé, au revoir à tout le monde. Salut, au revoir tout le monde.